comment vous intégrez, vous réfléchissez sur toutes ces questions dans les 10-15 ans qui viennent, quoi. Ouais. Alors, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que notre activité aujourd'hui, elle est effectivement le nœud gordien, c'est le transport en commun, parce que pour dessiner une ville, pour lui permettre, j'allais dire, d'être à la fois inclusive et durable, il faut avoir un système de transport en commun qui soit performant. C'est un peu, comment dire, le squelette, je dirais. Alors, on travaille évidemment à la multimodalité. Aujourd'hui, la RATP opère une douzaine de modes de transport, une douzaine. C'est-à-dire que quand on gagne l'Orient, on a par exemple une flotte de bateaux électriques qui fait 800 000 voyages par jour. On a gagné Brest, on fait du téléphérique, on a le téléphérique de Salève aussi, on a d'ailleurs des projets dans le câble urbain. On a évidemment tous nos partenaires de start-up avec lesquels, la preuve, nous l'avons mis en œuvre. Là, vous leur avez quelque donné part, un petit coup d'accélérateur. Voilà, exactement, puisque nous avons investi dans le covoiturage chez Klaxit, chez Communauto, dans les scooters électriques, donc CityScoot, où nous sommes actionnaires et nous participons au développement des startups. Donc, actionnaire minoritaire ou actionnaire minoritaire, avec d'autres actionnaires. Et donc, ce qui est très très important de voir, c'est que nous sommes dans une étape inédite pour la RATP, puisque, si je résume aujourd'hui l'impact environnemental et écologique des transports en commun et notamment du groupe RATP, il peut s'exprimer de la façon suivante, c'est qu'en France, vous avez à peu près 70% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au transport, enfin 39% si on prend uniquement la partie non aérienne, si je puis dire. Et donc, en fait, pour nous, un de nos challenges principaux et fondamentaux, c'est de réduire notre empreinte carbone. Donc, je donne juste notre objectif. On veut la réduire de 50% entre 2015 et 2025. On a déjà réussi à faire 9% à la fin de 2018. Je n'ai pas encore les chiffres 2019. C'est très serré. Par rapport aux autres modes de transport, l'ambition est très serrée, beaucoup plus que dans les transports automobiles. Oui. Ces objectifs sont plus tardifs. Oui, nous, c'est très serré. Et je vais vous dire pourquoi. Puisque 70% de l'émission des gaz à effet de serre de l'ensemble du groupe RATP, c'est sur les bus. Et comme nous avons décidé de convertir tous les dépôts, les 25 dépôts de la RATP, c'est une conversion industrielle majeure, soit au biogaz, soit à l'électrique. Et nous sommes absolument en cours de dérouler ce programme. Nous avons passé le plus grand appel d'offres européen de bus électriques l'an dernier. Donc là, cette année, par exemple, on va recevoir 300 bus électriques et au gaz. Et on vient là on va lancer un appel d'offres gigantesque, puisqu'on va faire un appel d'offres dans lequel on va pouvoir commander jusqu'à 1200 bus électriques et 679 bus au gaz. Sur une flotte qui est en Île-de-France de 4778 précisément. Donc aujourd'hui, j'ai 26% de ma flotte qui est considérée au titre des décrets en cours comme propre, c'est-à-dire déjà au biogaz, déjà à l'électrique ou à un hybride de catégorie 5 ou 6, et on va tout convertir d'ici 2025 pour arriver à une flotte de bus qui sera complètement propre. Et le plus dur, c'est la conversion industrielle des centres, puisqu'on y reviendra sans doute, mais comme ils sont en milieu dense urbain, convertir, voilà. Donc, première chose, dans la partie durable de la ville, c'est important d'avoir des transports en commun. Je rappelle à tous ceux qui sont dans la salle, en grammes de CO2 émis, vous prenez un tram, un RER ou un métro, c'est entre 2,4 et 2,7 de grammes de CO2. Vous prenez un bus électrique, c'est 20. Au kilomètre. Oui, oui. Vous prenez un bus non électrique, c'est 90. Et vous prenez une voiture, c'est 166. Ah oui. Donc, quand vous prenez les transports en commun, on parle de villes propres et durables, eh bien, c'est un ratio de 1 à 60 fois moins d'émissions de CO2. Vous avez derrière moi un graphique qui est très intéressant, qui vous montre quoi ? Qui vous montre qu'en gros, 60% du PIB mondial en 2030 sera concentré dans 600 villes. Donc il y a une concentration de richesse qui est très forte. Et il y a une concentration de population aussi qui est très forte, puisque 15% de la population mondiale va vivre dans des villes de plus de 10 millions d'habitants. Donc ça va être extrêmement concentré.
Et ces villes représentent une part du PIB de plus importante. Vous voyez, Paris, par exemple, c'est 30% du PIB français. Et il y a des villes où c'est encore plus concentré. Une ville comme Séoul, c'est carrément la moitié du PIB de la Corée. Donc les villes vont, j'allais dire, être des villes de plus en plus de taille très importante, d'où l'importance de la structure des transports en commun pour pouvoir faire en sorte qu'elles soient avec une empreinte, j'allais dire, énergétique et environnementale viable. Ce qui est surtout important de comprendre si on parle de ville, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des tendances lourdes de fond qui affectent les villes. Le changement climatique, la robotisation, c'est pas à UPAD que je vais expliquer ça, l'économie circulaire, la polarisation, le vieillissement de la population. Pensez qu'on aura 2 milliards de personnes qui auront plus de 60 ans en 2050. Donc il faut penser à ça aussi, d'où le fait qu'en tant que service public, nous pensons à l'inclusivité, au fait de prendre, j'allais dire, en main aussi des solutions qui seront plus inclusives. La baisse du financement des services publics, donc la rareté des espaces physiques, l'intensification des flux, tout ça va rentrer en ordre je veux dire, pour parler de villes intelligentes et durables, il faut parler de cela. Alors pourquoi la RATP en fait est vraiment au cœur de la problématique des villes, et on a changé toute notre, si je peux dire, plaquette de marque, en disant qu'on était le partenaire des villes, au-delà de notre rôle de transporteur en commun. Alors évidemment, la mobilité, c'est clé. Aujourd'hui, on fait 4,8 milliards de voyages par an. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 43 milliards de voyages dans le transport en commun dans le monde. La RATP, l'an dernier, a gagné une place dans si je peux dire, dans le classement mondial. On est devenu 4e opérateur de transport public au monde. Et j'allais dire, on fait environ 4,3 milliards de voyages ici en Île-de-France, et on en fait 1,5 milliard à l'étranger avec le développement de RATP Dev, puisqu'on opère maintenant, et notamment quand on dessine des villes comme Doha, on va opérer tous les trams et deux lignes de métro à Doha. À Riyad, qui est une des villes les plus polluées au monde, on va opérer leurs 2 métros automatiques. Et donc ça va être aussi et tous les bus de Riyad, puisqu'on a gagné un appel d'offres avec un partenaire local. Donc c'est quelque chose de clé. On est le premier opérateur au monde à avoir été certifié sur notre management de l'énergie par une certification externe, et on opère aujourd'hui à peu près un réseau avec 2,5 terawatts. Et on s'est fixé des objectifs tout à fait ambitieux de réduction d'ici 2025 de moins 20% de consommation énergétique. On en est à moins 6% aujourd'hui. On mettre ça, le COMEX suit ça de façon régulière. Donc on est très sérieux sur ces sujets. Par exemple, quand on change les matériels roulants ferrés, on gagne généralement entre 20 et 30% de consommation énergétique. On est aussi, on a 2 filiales qui s'occupent de connectivité et de développement digital. Il faut savoir qu'il y a 2000 km de fibre optique dans nos réseaux. Il y a une ville du dessus et une ville du dessous. On est de plus en plus vu comme un spécialiste de la ville du dessous, ce qui est très intéressant parce que j'évoquais tout à l'heure le train de concentration des villes et de surdensification. Et donc le fait qu'on connaisse très bien la ville du dessous nous permet d'avoir une activité économique. Ça, vous ne le savez peut-être pas, mais les 2000 km de fibre, eh bien, ce sont des opérateurs télécoms. Mais vous les vendez en fait. Oui, oui, bien sûr, ouais, absolument. Donc, mais c'est quelque chose qui est important. Et puis évidemment, on a pour nos clients développé la 3G 4G. Aujourd'hui, 90% du métro de Paris est couvert en 3G 4G, sera 100% à la fin du premier trimestre 2020. Et on développe aussi le Wi-Fi. Et puis, évidemment, on y reviendra, puisque vous y avez, je crois, fait référence, on est lancé dans le Mobility as a Service, c'est-à-dire la possibilité, puisque quand on fait du transport à la demande, par exemple, tout se passe avec un portable où vous saisissez, vous saisissez votre trajet, on vous renvoie un tarif. Donc tout se fait en fait en digital. Donc là-dessus, on a lancé une opération avec Île-de-France Mobilité qui s'appelle Mobility as an Experience. Il y a 2000 bêta-testeurs qui sont en cours, dans lequel, dans la même appli sur Android, vous avez 10
10 partenaires de mobilité avec lesquels vous pouvez, j'allais dire, identifier votre parcours, le payer et avoir un ticket. Quel est le succès de ces applications ou opérations? Ça démarre ou est-ce que aujourd'hui on le fait en bêta-test. On le fait en bêta-test parce qu'il faut savoir que beaucoup d'acteurs parlent du Mobility as a Service, mais le business model n'est absolument pas pour l'instant stable. Certaines villes comme Göteborg l'ont instauré, et alors là je vais faire un peu de provocation, mais quand vous êtes par exemple à Göteborg et que vous avez une appli qui vous permet de choisir vos mobilités et de vous faire votre facture à la fin du mois, il faut savoir que pour un service complet où vous pouvez utiliser diverses catégories de transport, c'est 300 € par mois. Oui, c'est-à-dire c'est l'Oyster Card de TfL à Londres. Bon. Deuxième question, vous l'avez évoqué, vous l'avez mentionné, la gratuité. On sait qu'il y a un certain nombre de villes, alors en France on connaît Dunkerque, mais dans le monde entier, il y a des expériences qui ne sont pas si nombreuses que ça, mais il y en a quelques-unes de dire, bon, le coup de fouet au transport collectif, c'est la gratuité. Anne Hidalgo a promis la gratuité pour les moins de 18 ans dans sa campagne. Mais vous, sur le plan économique, est-ce que ça a du sens ou pas? Est-ce qu'il faut donner, on sait bien que rien n'est jamais gratuit, il y a toujours un payeur à la fin évidemment, mais en termes de répartition des coûts et d'intérêt collectif, qu'est-ce qui vous semble juste? Non mais un instant même votre inquiétude des recettes que vous perdriez dans un premier temps, dans un monde idéal. Non mais je vais répondre avec quelques chiffres. La RATP, l'année dernière, elle a dégagé 1 milliard de cash flow positif. Elle a réinvesti 1,7 milliard, c'est-à-dire qu'elle a eu 700 millions de subventions d'investissement de son autorité organisatrice et tout son cash flow a été recyclé dans les investissements. À l'heure où en Île-de-France, on change pour la RATP, dans les 10 ans qui viennent, 65% de son matériel roulant. L'extension, je prends juste un ou deux chiffres et un ou deux exemples, l'extension de la 14 au nord et au sud, c'est un projet de 4 milliards d'euros. On aura la ligne automatisée la plus grande d'Europe. Elle fera 25 km, tout en tunnel, tout automatisé. Elle partira de Orly et elle ira jusqu'à Saint-Denis-Pleyel. Et après, extension avec le Grand Paris. Ces grands projets d'investissement, il faut bien les financer. Donc, je pense que, d'ailleurs, l'Union des transports publics a fait un travail auquel nous avons participé sur la gratuité. Et la réponse a été de dire on peut comprendre que des collectivités de petite taille mettent leur réseau de bus gratuit pour faire revivre les centres-villes. Ça, on peut le comprendre. Mais dans des quand on parle de 13 millions, les sommes sont tellement gigantesques que voilà, je veux dire, à un moment donné, l'investissement serait perdant inéluctablement. Inéluctablement, parce que il ne faut pas casser, si je peux dire, la machine à investir. Je vous parlais d'1,7 milliard d'investissement. Vous voyez que la RATP a dégagé 5,6 milliards de chiffre d'affaires. C'est très rare de voir une entreprise faire 30% de son chiffre d'affaires en investissement. Donc la gratuité, elle peut être adaptée, j'allais dire, à certains endroits du territoire. Sur un territoire comme Paris qui représente 30% du PIB, enfin Paris et l'Île-de-France qui représentent un tiers du PIB national, ça voudrait dire des transferts faut bien le dire, hein, d'impôts. C'est-à-dire qu'on dit que c'est gratuit, mais ce sera forcément payé par le contribuable. C'est très clair. Ma question, c'est que comment vous gérez la transformation du capital humain dans une organisation qui est sur 4 continents et 12 pays? Ouais. Comme beaucoup de grands groupes font cela, on n'est pas en soi très différent des autres là-dessus. Je pense que peut-être il est bon de rappeler un ou deux chiffres. On est 65 000 salariés dans le groupe. Il y en a 42 000 qui sont au statut, et donc vous voyez, un tiers, 2 tiers qui n'y sont pas. Hein. Donc il faut quand même le dire, parce que souvent RATP égale Paris égale métro et égale statut. Pas du tout. Le groupe RATP est un groupe beaucoup plus, varié. Donc je dirais, RATP Dev fait sa conquête à l'international comme n'importe quelle boîte, j'allais dire, qui est née dans la compétition. Elle est née pour cela, elle est née pour gagner des appels d'offres en 2002. Elle a une belle croissance. Aujourd'hui, on veut la monter à quasi 2 milliards de chiffre d'affaires d'ici 2022, donc ça va devenir conséquent.
On a gagné pas mal d'appels d'offres, donc j'allais dire, ça prouve que le développement se fait correctement. Au niveau de l'EPIC, en revanche, donc là où il y a aujourd'hui 45 000 salariés, la préparation à l'ouverture à la concurrence nécessite effectivement un programme dédié aussi de transformation des ressources humaines. Alors on a fait un programme d'excellence managériale où on a vraiment revu de fond en comble, j'allais dire, la façon dont on souhaitait développer les managers. Ça a été fait à partir d'un... Alors, comme je parle à une consultante, j'emploie un vocabulaire de consultant. Pas trop quand même, hein? Non, bottom-up, c'est-à-dire qu'on a vraiment mis, j'allais dire, des jeunes directeurs, des jeunes patrons d'unités opérationnelles qui ont proposé au top management de la boîte ce que serait ce programme d'excellence managériale avec les valeurs associées. Donc ça, c'est en cours, j'allais dire, de diffusion. On est en train de créer une université de la transformation dans laquelle on va loger tous les programmes nécessaires. Par exemple, on a recruté des Chief Transformation Officers dans les grandes divisions sur les grands projets. On a mis en place un projet d'accompagnement du changement qui est complètement transversal à l'entreprise. Donc c'est fondamental parce qu'il ne faut pas oublier qu'une entreprise de transport, c'est une entreprise humaine. Le service, la qualité passe par les hommes, par leur formation. Et la RATP investit 123 millions d'euros par an dans la formation de ses personnels. Donc c'est 6,35% de sa masse salariale. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on met le paquet. Bonsoir, Amal Boutaïev du cabinet Wavestone. Je voulais savoir si, selon vous, il y avait un ou des exemples de Smart City intéressants à suivre dans le monde. Et si oui, lesquels et pourquoi? J'allais dire déjà, il y en a une qui est un peu loin de nous, mais qui est complètement en train de devenir un peu un emblème mondial, c'est Singapour, hein, puisqu'ils reprennent complètement, par exemple, la conception, j'allais dire, des espaces urbains pour intégrer les mobilités, les nouvelles mobilités. Donc ils ont, alors c'est un petit territoire, donc c'est intéressant de regarder ce qu'ils font. Ça nous a d'ailleurs donné l'idée de faire un partenariat technologique avec le MIT. Donc actuellement la RATP travaille à Paris sur les curbs. Donc les curbs, qu'est-ce que c'est? C'est les trottoirs. Oui, je vois pas là moi. Ouais, voilà, c'est l'espace entre la voie publique et les trottoirs. Alors pourquoi? Vous voyez bien qu'avec les nouvelles mobilités, c'est absolument n'importe quoi. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus marcher dans la rue sans avoir, j'allais dire, pléthore de divers engins qui viennent se mettre à peu près n'importe où. La régulation est balbutiante, je dirais. Et on travaille avec le MIT. Nous, on le fait pour notre réseau de bus, pour, avec des data en temps réel, essayer d'améliorer les services d'arrêt de bus. Donc, Singapour a une vision très intégrée, j'allais dire, à la fois des transports, de l'espace urbain. Paris, quelque part, est une ville aussi très intéressante, puisqu'il y a aujourd'hui, il y a une vraie quand même vision de vouloir faire des projets dans Paris. Je parlais tout à l'heure de Saint-Vincent-de-Paul. On va faire à la Pitié-Salpêtrière là, une expérimentation avec notre partenaire israélien Mobileye de robotaxi, c'est-à-dire qu'on va amener les gens en véhicule autonome à la Pitié-Salpêtrière à la sortie des transports en commun. Donc il y a plein de projets de cette nature-là actuellement dans Paris. Donc Paris est une ville qui quand même fait partie du CAC 40. Alors vous savez, c'est les villes, hein, c'est pas le... voilà. Oui. Parce que je fais attention maintenant qu'on me dit qu'on va privatiser la RATP. Oui, CAC 40, faites attention, CAC 40, voilà, mais c'est les villes qui se préoccupent dans le monde. Voilà. Donc à Londres, évidemment, la zone centrale a fait l'émission, ou à Tokyo dans la prévision des Jeux avec l'émergence d'un vrai réseau de bus hydrogène. C'est quelque chose qu'on surveille de façon aussi très rapidement. Donc effectivement, vous avez raison, il faut se benchmarker, il faut regarder ce qui se passe ailleurs parce que ça bouge, Dieu merci, énormément à plein d'endroits. Bonsoir, Madame Guiouard, Morgan Deck de UiPath.
Vous avez présenté tout à l'heure, je crois que c'était en deuxième slide, les 10 méta-ruptures qui allaient bouleverser notre société. Et il y a 2 notions qui m'ont particulièrement marqué. C'est celle liée à l'intelligence artificielle, qui, selon vos chiffres, représente un marché de 8 milliards d'euros d'ici 2025. Et la notion de robotisation. Voilà. Et c'est des notions qui nous intéressent chez UiPath, tout simplement parce qu'on développe des services d'intelligence artificielle pour robotiser et dégager du travail aux gens pour faciliter l'évolution des grandes organisations comme la vôtre. Et du coup, ma question, c'est est-ce que vous pensez que ces 2 notions sont également une opportunité pour la transformation de la RATP? Et est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots votre stratégie sur le sujet? Alors, quand je suis arrivée, j'ai fait faire, aussi dingue que ça puisse paraître, il y a plus de 2000 ingénieurs à la RATP, mais j'ai fait faire une carto de l'innovation. Quelles étaient toutes les innovations que le groupe utilise? Il y en a une vingtaine, parmi lesquelles, et donc on s'est choisi 4 combats, puisqu'on n'est pas les GAFAM, comme nous ne sommes pas privés. Il y a la signalisation. Voilà, donc alors, il y a effectivement l'intelligence artificielle, le Building Information Modeling pour tous nos sujets d'immobilier, ça c'est absolument le véhicule autonome, ça va sans dire, notamment dans ses choix technologiques. Je prends un exemple très quotidien de ce que peut changer l'intelligence artificielle pour vous. 85% des problèmes que nous avons en termes de maintenance sur les RER, c'est des problèmes de porte. Donc, on a fait un énorme travail, on a sorti toutes les datas des matériels roulants qui crachent de la data, et on a travaillé sur l'amélioration, la détection, la maintenance préventive des portes. On a diminué des 2/3 les incidents. Et donc on a gagné en fluidité, en exploitation du trafic. Donc ça c'est quelque chose qui est fondamental pour nous. Donc oui, on y croit. Par ailleurs, quand je vous disais tout à l'heure qu'on va introduire 65% de nos matériels roulants vont être changés, la vérité c'est que c'est une révolution industrielle, puisque nous allons aussi rénover complètement nos sites de maintenance et de production. Et donc, dans le cadre de cette rénovation, il faut intégrer les nouvelles technologies. Et c'est quelque chose, évidemment, que sur lequel nous allons particulièrement veiller. La robotisation, je dirais que comme tout service client, on a évidemment notre chatbot. Et en revanche, vous le savez, puisque vous y travaillez, on a commencé dans les fonctions support à robotiser certaines tâches pour dégager, si je puis dire, les tâches à faible valeur ajoutée et regagner, j'allais dire, de la réflexion et de la capacité à faire de l'action intelligente. On l'a fait notamment dans la comptabilité, et j'ai un directeur financier qui a pour mandat de faire croître, et on le fera aussi dans les RH. On est en train de tester certaines phases de robotisation des sélections et des recrutements.